salut à tous les amis, bienvenue sur la petite roue. Quel plaisir de vous retrouver pour le débrief de la Vuelta. On n'était pas là la semaine dernière, on s'en excuse platement. Véritablement, on a eu quelques problèmes techniques, mais ça y est, ils sont résolus et on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, avec Polo et Robin. Comment ça va, Polo ? Ça va très bien, écoute, Joseph, un petit setup un peu spécial parce que qui dit Spécial mais Eurobasket. joli, hein ? Oui, voilà, plutôt joli. Bah, l'avantage quand on peut utiliser un studio, c'est qu'on peut l'adapter et faire des jolis trucs avec. Ouais, avec l'Eurobasket en ce moment, il y a beaucoup de travail au bureau et ça me permet, du coup, on va plutôt employer cette expression, ça me permet de bosser du bureau, de faire l'émission du bureau. Ça change de ma chambre et de mon lit pas fait et de mes chemises qui traînent. Alors que lui, de ce côté, Polo, il est dans le grenier. Mais bon. Ah, il est dans le grenier, ouais. Il est dans J'en la avais marre. sobriété. Il est dans la sobriété énergétique qu'on lui demande. Il a éteint toutes les lumières. Il est avec son écran de téléphone et il se filme pour faire un peu de lumière. C'est ça, Robin. Mais j'ai pris un petit Airbnb au Touquet. J'ai prévenu mes potes que c'était sombre, mais ils m'ont pas cru. Là maintenant, j'ai une preuve. Et je vous avais habitué au caviar pendant le Tour de France avec un beau setup et une belle fibre. On est revenu avec un téléphone en 4G qui nous permet de streamer. Donc, on va faire comme on peut. C'est très très propre, les gars. C'est très très propre. Tout va bien. Aujourd'hui, du coup, on a suivi cette fin d'étape étonnante. On pensait. Alors moi, je me suis dit, au mieux, je vibre pour une victoire de Brian Cocard. Ouais, je l'espère. Je me dis, on aura un truc intéressant à raconter. Au pire, il y en aura d'autres, hein. Il s'est passé quelques trucs, mais je vais pas mentir, cette fin d'étape, elle était quand même sympa. Il s'est passé quelques trucs. Alors sympa pour qui, je sais pas. Mais on va en parler, les gars, parce que c'était étonnant et on va un peu évidemment parler de Remco, de Roglic. Au-delà de cette étape-là, on va se tourner vers la troisième étape, vers la troisième semaine. On va regarder un peu derrière nous vers la deuxième semaine parce que Remco Evenepoel nous a étonnés. Puis après, il a eu quelques coups de mou. Donc, on va un peu débriefer tout ça. Ça fait 2 semaines. Oui, le coq n'est plus sur la Vuelta. Oui, mais c'est vrai, Titi. Alors, il y a quelques. On parlera de Polo aussi. Ok, parlera de Polo aussi, nous dit Lolo. Pourquoi tu nous dis ça, mon cher Lolo ? C'est une bonne. Pour aller sur la Vuelta. Ouais. Ah, Contrairement à Brian Cocard. oui, contrairement à Brian Cocard. Donc, les gars, Remco ou Roglic, à qui la Vuelta ? On va se poser. Cocard fait 12e aujourd'hui. Hein. Je sais pas, c'est Titiche qui se plante. Hein. Cocard fait 12 aujourd'hui. Ah oui, moi, j'ai Non, mais elle disait ça par rapport au fait que on l'attend gagner et qu'il gagne pas, je pense. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Ah bah, moi, j'ai rien compris. Parce que Cocard, si tu sais pas quelle est sa Vuelta, sachant que sur Eurosport, ils en ont parlé toute la journée. Qu'on a regardé son placement sur toute la fin d'étape, quoi. Exactement. Mais bon. Donc, on va se poser la question, Remco ou Roglic, à qui la Vuelta, les gars ? Et en commençant par une question de savoir, est-ce que tout simplement, cette Vuelta vous hype un peu ? Est-ce que vous prenez du plaisir à regarder cette Vuelta, Polo ? Oui, je prends du plaisir parce que j'aime beaucoup les grands tours, j'aime beaucoup la Vuelta aussi. J'aime bien, contrairement à beaucoup, je pense, moi j'aime bien l'idée de ce parcours complètement débridé qui laisse peu de place aux étapes dites de transition, même si maintenant, est-ce qu'on peut toujours appeler ça des étapes de transition quand on voit les derniers grands tours, je suis pas sûr, qui laisse peu de place aux sprinters. Voilà, moi je trouve qu'il s'y est passé quand même de très belles choses depuis le départ. Voilà, maintenant, ce qu'on n'aime pas, et c'est pas la faute de la Vuelta, c'est propre à tous les grands tours, c'est corrélé au scénario. Le scénario aujourd'hui, jusqu'à il y a encore quelques jours, on pensait qu'il était à sens unique avec Remco Evenepoel qui était imprenable sur tous les terrains. Le fait est que, voilà, forcément, quand tu regardes, tu te dis, à quoi sert de regarder ? On sait qui va gagner, on sait qui va finir deuxième. C'est dur de résister face aux Belges. Le fait est que voilà, un tour c'est long, sur 3 semaines c'est long. On l'a encore vu avant-hier, on l'a vu aussi aujourd'hui, avant-hier et aujourd'hui. On a vu que ce qui a été fait pendant ces 2 premières semaines, c'est pas forcément gage de victoire sur Madrid. Donc voilà, écoute, c'est pas le grand tour sur lequel je me suis le plus régalé de ma vie, mais de là à dire qu'on se fait chier, ce sera un peu dur, notamment pour ce qu'on a vu ces 2 premières semaines. Robin ? On aurait pu s'emmerder, mais jusqu'à maintenant, le scénario est plutôt intéressant. Tu arrives en dernière semaine, il y a 1 minute 30 d'écart entre les deux principaux favoris, en tout cas entre le premier et le deuxième, qui sont en plus les 2 coureurs qu'on attendait le plus.
moi, je faisais partie de ceux qui n'attendaient pas Remco à ce niveau-là, mais ça reste une attraction sur cette Vuelta d'avoir Remco Evenepoel et d'observer ce qu'il est capable de faire sur 3 semaines. Donc, évidemment que c'est intéressant d'avoir ces positions-là à une semaine, maintenant à 5 jours de l'arrivée. Après, je trouve quand même que les étapes très intéressantes de cette Vuelta, elles étaient regroupées sur les 10 derniers jours, sur le premier week-end. Le deuxième week-end de la Vuelta avant la deuxième journée de repos, et puis tout au long de la deuxième semaine finalement avec les étapes en Sierra Nevada et donc le week-end d'avant avec les étapes où il y avait du 24% dans le final. Malheureusement, les étapes de cette semaine, c'est pas les plus excitantes quand tu vois sur le papier, dans le profil, dans les ascensions, dans les pourcentages qu'on va avoir, dans les enchaînements de col, pardon. C'est clairement pas les plus belles étapes, les étapes les plus attendues, et c'est un peu dommage parce que c'est là que finalement le classement général va se jouer, et tu aurais envie de voir au moins 2 grandes étapes dans la dernière semaine pour décider du maillot rouge. Après, moi, on aura le temps d'en parler, mais moi, je me méfie quand même de cette première semaine. La dynamique. Cette dernière semaine. Ouais, elle est quand même vraiment pas pour Remco. Alors le gros problème, c'est ces 200 derniers mètres de l'étape d'aujourd'hui. Ce qu'on en sait là à l'instant T, c'est-à-dire 15 minutes après l'étape, c'est que Roglic est complètement démoli au niveau du coude et du genou. Est-ce qu'il va pouvoir repartir, dans quelles conditions il va pouvoir le faire, etc. On verra. Mais moi, j'ai quand même l'impression, Roglic était quand même parti pour reprendre une bonne dizaine de secondes. Bah, il les a pris. Il a pris sa petite dizaine de secondes aujourd'hui quand même. Evenepoel a été reclassé, je viens de voir, hein, il est arrivé à 3,10 et il a été reclassé à 8 secondes du groupe de tête, Ouais, c'est ça. dans lequel a été reclassé Roglic. Il y a ces 8 petites secondes. Il passe sous la minute 30. Il y a une semaine, beaucoup d'étapes compliquées. C'est pas énorme. J'espère que je parle pas au passé. J'ai pas encore envie de parler au passé, mais ce tour, cette Vuelta n'est pas encore jouée. J'irai même plus loin, même si là, à mon avis, j'ai attiré les foudres du chat. Enric Mas a l'air aussi mieux dès que la route s'élève que Remco Evenepoel, en tout cas sur les 2 dernières sorties en montagne. Donc, il n'est pas à 7 minutes. Donc, écoute, on verra. J'espère quand même que Roglic va au moins rester en course pour au moins espérer avoir une belle dernière semaine, parce que sinon, pour le coup, là, on pourra se regarder en chien de faïence et se dire que la Volta est pliée. Le problème, c'est que Remco, Polo, il a laissé du temps sur des grosses étapes. Excuse-moi, Jonathan. On va revenir tout à l'heure sur cette 3e semaine, etc. Étant donné qu'on n'a pas été là ensemble avec le chat, etc., sur la semaine dernière, je voulais juste mettre cette image-là avec les vainqueurs d'étapes depuis le début de la Vuelta et avoir votre ressenti sur cette 2e semaine et savoir un peu ce que vous en retenez, les enseignements, et puis au-delà même peut-être de Roglic et Evenepoel qu'on va encore plus aborder avec cette 3e semaine, avec les états de forme, etc. Peut-être même de Mas, étant donné qu'il peut gagner, on verra. Mais peut-être les coureurs qui sont après et les vainqueurs d'étape. Robin, est-ce que tu as des enseignements et des coureurs qui t'ont marqué, des moments qui t'ont marqué? Sur les victoires d'étape, c'était un peu la semaine des sprinteurs et de ceux qui avaient loupé le coche au général. Carapaz, notamment, c'est complètement loupé sur cette Vuelta. Voilà, il vient gagner 2 étapes et corriger un peu le tir, partir un petit peu sur une bonne note d'Ineos, puisqu'on sait désormais qu'il va rejoindre IF l'année prochaine. Arensman, c'est pareil, il gagne une très belle étape ce week-end, après avoir un peu laissé filer ses ambitions en général. Alors il se trouve que dans son opération, il se replace un petit peu, mais je pense qu'il pouvait... Il y a un chien chez toi, Robin, quoi. Je l'ai entendu. Ouais, c'est dehors. Il est toujours à côté d'un animal. Ça aboie fort. J'aime bien la nature. Mais tout à l'heure, soit c'est un âne. Tout à l'heure, j'ai entendu une chouette avant le live. Mais comme je suis au grenier, il y a des pigeons juste au-dessus. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de se battre, les chiens, là. C'est pas possible. Il est dans les greniers de Poudlard. La fête ou pas? Il est dans les greniers de Poudlard, il y a le chien à 3 têtes. Normalement, on va les entendre là. J'ai fait fermer la fenêtre grâce à des amis très précautionneux. Je voulais dire que Carapaz, il sauve l'honneur, mais Arensman un petit peu aussi. Enfin, c'est une étape qui va garder en mémoire très longtemps, mais moi, je l'attendais plus sur le général malgré tout. Carapaz, oui, Arensman, tu vois, c'est quand même 2 dynamiques différentes, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Arensman avait dit qu'il jouait le général. C'était l'objectif. Et finalement, tu le vois aller claquer une étape. Moi, mon enseignement, c'est quand même
concernant Evenepoel finalement. C'était la semaine des dangers pour Evenepoel selon moi, avec les arrivées en Sierra Nevada, des arrivées en altitude, notamment celle de dimanche à 2500 mètres, un enchaînement de cols. Voilà, c'était l'endroit où tu pouvais faire très très mal à Evenepoel. Il se trouve que c'est dans ce week-end-là que tu lui as fait mal, avec samedi où il perd quasiment une minute, mais il a réussi quand même à limiter la casse, et finalement, s'il gagne la Vuelta, il aura réussi ce week-end-là à ne pas la perdre, parce que c'était vraiment le week-end de tous les dangers pour lui. Tout le monde l'avait identifié, et j'attends de voir ce qui va se passer cette semaine, mais dans le chat, il y en a plusieurs qui l'ont noté quand même. La semaine qui nous attend, elle est quand même vachement plus facile que la précédente. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, mais j'irai un peu plus loin, notamment sur l'étape de la Sierra Nevada. Moi, je trouve qu'il y a une erreur tactique de la part de ses adversaires, et Primož Roglic, le premier, c'est de vouloir le lâcher au train. Enfin, je ne sais pas ce qu'a foutu la Jumbo sur le pied de la Sierra Nevada, avec un coureur, non, c'est pas Chris Harper, j'ai un doute, qui fait le train, mais genre 10 mètres Je crois que c'est lui, ouais. devant le peloton. Derrière, tu as Roglic qui est un peu plus loin, je crois, qu'un coéquipier. Quand les deux s'écartent, Roglic se met au train devant Remco Evenepoel. Je me dis que c'était pas la meilleure des solutions. Et là, dans le chat, Rome, et il fait bien de me le dire, me dit qu'il n'avait pas les jambes pour attaquer dès le pied. Ça, je suis d'accord, mais dans ce cas, tu te mets derrière et tu laisses Evenepoel faire le travail. Si je dis pas de bêtises, dans le chat, vous me dites, hein, parce que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Et je pense que sur 3, 4, 5 km, Roglic fait le tempo. À prendre du vent déjà, parce que c'était quand même assez roulant et assez dégagé, et en plus à se fatiguer pour Remco Evenepoel. Je parle même pas de ses adversaires qui, eux, font avec leurs armes. On a beaucoup critiqué Enric Mas notamment là-dessus, mais bon voilà, déjà Enric Mas, on connaît le tempérament, et en plus là, sur cet état, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire grand-chose d'autre. Je suis un peu frustré. Parce que je pense qu'il y a peut-être mieux à faire en allant embêter, en essayant de sortir Remco Evenepoel de sa zone de confort. Et on sait que c'est quand même un jeune coureur en passe de gagner un premier grand tour, qui a déjà craqué sur ce genre d'arrivée compliquée. Je pense qu'on a peut-être loupé un petit coche du côté des adversaires de Remco Evenepoel sur l'étape de la Sierra Nevada. En tout cas, Evenepoel était content de la manière dont il l'a limité dans les 2 jours qui étaient les 2 jours les plus dangereux pour lui. Le jour où il a une petite défaillance, le lendemain d'une défaillance, c'est jamais facile non plus de se remettre la tête à l'endroit, et tu sais que tes adversaires ont envie d'insister, d'appuyer là où ça fait mal. Ils ont essayé de le faire, mais je suis un peu d'accord avec Polo, ils ont peut-être pas trouvé le meilleur moyen de le faire. Il n'y a pas eu de gros écarts dimanche, alors que pour moi, c'était quand même l'étape où tu devais réussir à en prendre le plus à Remco Evenepoel, et tu lui prends 15 secondes. Je parle pour Roglic. Peut-être qu'il va s'en mordre les doigts à la fin, parce que là, voilà, il a 1 minute 26 aujourd'hui. J'ai du mal à croire, c'est la question qu'on va se poser, j'anticipe peut-être un peu, mais j'ai du mal à imaginer Primož Roglic reprendre une 26 à Evenepoel d'ici samedi soir. Et alors, on va faire de la fiction. S'il n'avait pas chuté aujourd'hui, non, pareil. Sachant que t'as quoi, à vue de nez, tu as 3 étapes. Il y a 3 étapes compliquées, dont l'avant-dernière, mais ça reste quand même. L'avant-dernière, pour moi, elle est un peu biaisée en plus, parce qu'il y a un bon col, mais ensuite, tu as un replat de plusieurs kilomètres. Tu as 5 bornes, je crois, un peu moins peut-être. Je dirais que c'est demain et après-demain. Ça, c'est l'image, les gars, de la 19e étape. Toi, tu y crois, Polo, une 26 à reprendre? Et ça, c'est la 20e étape. Moi, Robin, honnêtement, si Roglic n'avait pas chuté aujourd'hui, j'y croirais. Au niveau de la dynamique qu'on a vue sur les 2 dernières ascensions compliquées, même au niveau du placement aujourd'hui de Remco, quand ça a accéléré dans la côte, c'est des petits signes qui ne sont pas énormes, certes, mais qui, comme je te l'expliquais, fait que la dynamique était plus côté Roglic, un Roglic qui était beaucoup plus en confiance, parce que ce Roglic qui attaque là à 4 bornes de l'arrivée, c'est un Roglic, même à moins de 3 bornes, puisqu'il y a cette fameuse histoire de la crevaison. C'est un Roglic en confiance. Ça me frustre énormément d'avoir vu Roglic chuter aujourd'hui, parce que je pense qu'il aurait tout tenté pour mettre Remco en difficulté. On l'a vu là, et dans le chat, moi je pense qu'il va continuer à tenter. Mais s'il peut reprendre la course, c'est ça aussi qui m'inquiète. C'est pour ça que ça m'inquiète. On a vu dans le chat, les gars disaient Roglic a tenté sur les pourcentages compliqués de la Sierra Nevada. Mais je disais, mais justement, c'est peut-être ça l'erreur. L'erreur, un grimpeur, enfin un mec qui est dans une côte, qui est dans une ascension, s'il n'est pas bien, il va être
pas bien proportionnellement sur les pourcentages par rapport à ses adversaires, je parle. Hein. Mais il sera pas bien que ce soit sur des gros pourcentages ou sur des pourcentages un peu plus roulants. Il pourra peut-être mieux encaisser, mais si tu tentes pas de le fatiguer, c'est sûr que tu auras plus de mal à lâcher sur la partie roulante. Voilà, c'est juste ça. Il a vu qu'il l'avait pas lâché sur les gros pourcentages du pied. Après, il s'est mis un peu dans la roue. Mais bon, voilà, c'était une petite frustration. Mais je pense que vraiment sur comme on l'a vu la veille de la Sierra Nevada, la Sierra de la Bandera, je pense que sur des pourcentages plus compliqués, Remco a eu du mal et je pense que tu pouvais faire des écarts. Et je pense que cette semaine, tu n'en as pas mis des occasions, mais je pense qu'il y aurait eu des écarts à faire avec un Roglic à 100%. Potentiellement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu. C'est le seul regret, la seule interrogation que j'ai, c'est en effet, Polo, on peut considérer, enfin, on n'a pas la certitude aujourd'hui que Remco était bien. Il a dit en interview après course, on n'a pas pu tout écouter parce qu'on était en train de démarrer l'émission en même temps, mais il savait que Roglic avait attaqué, il s'y attendait en tout cas. Et c'est vrai que ça interroge, si tu te doutes, si tu es persuadé qu'il va attaquer, qu'est-ce que tu fais mal placé sur ce point-là, je te rejoins Polo, mais j'ai quand même l'impression qu'il gère bien son affaire jusqu'à maintenant, qu'il a bien géré ses jours sans, son jour sans, qu'il a bien géré les étapes qui lui correspondaient pas vraiment sur le papier. Il reste aussi la donnée des 3 semaines qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais terminé un grand tour. Sur le Giro, il avait abandonné avant. En plus, il n'était plus dans la lutte pour la victoire finale. Primoz Roglic, lui, il connaît ça par cœur. Donc, c'est ma seule interrogation, c'est est-ce que Remco est en train de nous cacher finalement sa forme déclinante et le fait qu'il est sur une pente descendante. Mais j'ai l'impression jusqu'à maintenant qu'il fait très peu d'erreurs. Alors ça c'est clair. En tout cas, comme tu dis, il amortit très bien ces jours moins bien. Alors est-ce que, comme tu dis, je suis complètement d'accord avec toi, est-ce que c'est une dynamique qui va durer jusqu'à la fin de la Volta parce qu'il est un peu cramax, ou est-ce que il a eu ce moment difficile dans les Asturies? Non, c'est pas les Asturies, Sierra de la Panda, n'importe quoi, c'est dans l'Andalousie, en Andalousie, la Sierra Nevada, pardon. C'est toi qui pars en vacances en Espagne, Polo, hein, c'est toi qui connais. Bah, l'Andalousie, ça fait longtemps, hein, Joseph. Hein, je pense que depuis 2013 qu'on est allé en Andalousie. Ouais. Ouais, donc, la première et seule fois d'ailleurs. On était allé du côté de Malaga, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était hyper sympa. D'ailleurs, la Vuelta passe... Ouais, exactement. La Vuelta passe souvent à Nerja. J'ai notamment il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, on s'égare. Par contre, Roglic par Roglic, si Evenepoel confirme ou infirme, enfin plutôt confirme ce qu'on pense, même si on n'en est pas sûr, il y aura des clients. Enric Mas, Miguel André Lopez, qui est certes en général, mais qui mettra la pression sur toutes les étapes de montagne, parce qu'il veut aussi en claquer une. Il y aura de quoi faire pour Remco. Même si Primoz Roglic est écarté de la bataille, il ne va pas falloir qu'il soit trop dans le dur. Mais d'un côté, comme tu le dis, il a l'air de quand même bien gérer son affaire, et que le plus dur en tout cas, ce qu'on redoutait le plus pour lui, c'était justement cette haute altitude, la Sierra Nevada, et ça s'est plutôt bien passé. Donc on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme. Si tu dois faire le décompte, Polo, il a une 26 d'avance, Evenepoel, sur Roglic. Il reste 3 étapes de montagne. Il faut qu'il perde, entre guillemets. Il faut que Roglic réussisse à lui reprendre 3 fois 30 secondes à chaque fois. Ouais, ou une fois 1 minute 30. Ouais, en général, ça marche. Ça, on parle d'une grosse défaillance. Le problème, c'est qu'il ne pourra pas reprendre 3 fois 30 dans l'optique où, comme on le disait, Remco ne craque pas. Il faudra vraiment que Remco craque. Et là, du coup, c'est un peu essayer d'analyser ce qui s'est passé. Il a chuté. Il a eu du mal à passer justement ce massif andalou. Je l'appelais comme ça, du coup. Voilà, moi... Je suis partagé. Je t'avoue que je ne sais pas trop sur quel pied danser parce qu'il n'a pas donné des signes très rassurants, que ce soit sur la Sierra Nevada et surtout la Bandera. Mais d'un autre côté, notamment dans sa manière de courir, il a l'air quand même de gérer ça comme un vrai patron. Même avec une équipe un peu plus faible sur le papier, même si bon, la Jumbo, elle a quand même bien morflé. Elle a eu tout le côté cool de la Jumbo. C'était les 3-4 premiers jours. Depuis, c'est l'enfer. Mais on rappelle qu'ils ont perdu Kuss à la 9e étape et a fini sur. Ils ont perdu pas pris le départ de la 10e. Et puis la Quick Step affiche un niveau qu'on n'attendait pas non plus. C'est ça. Même s'ils ont perdu à la Philippe, le niveau de De Wilder et Verweyck en montagne, je pense qu'on l'attendait pas. Van Wilder, pardon. Ouais, Van Wilder. Après, Van Wilder, on le savait, on l'avait quand même vu un peu chez DSM.
on sentait qu'il avait ça sous la jambe. Mais là, je pense qu'ils sont un peu portés par l'euphorie du maillot rouge et de Remco. Mais clairement, ils font quand même du sacré taf. Et en plus, ils n'ont plus Alaphilippe depuis quelques jours. Donc là, pour le coup, Globalement, on chapeau à peut Quickstep. parler globalement pour la Quickstep et pour Evenepoel, on les attendait pas nécessairement à ce niveau-là. Quand on a fait un peu la preview de la Vuelta, on disait de ne pas oublier Remco Evenepoel, mais après, si je me trompe, dites-moi. Mais je me souviens pas de l'un de nous trois qui mettait un Remco Evenepoel avec le maillot rouge à cette période-là. Est-ce que Robin, toi, il t'étonne vraiment Remco Evenepoel? Est-ce qu'il est au niveau auquel tu t'attendais? Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, moins qu'il y a une semaine, parce que je m'habitue. Alors du coup, j'ai Mais posé la question et puis après j'ai inversé ma question. J'ai dit est-ce qu'il t'étonne et après est-ce que il est au niveau auquel tu t'attendais? Ce qui est une question non, complètement aujourd'hui, il contradictoire. m'étonne. Il Ouais, voilà. m'étonne de manière générale sur cette Volta, même si je m'y habitue désormais. J'ai été étonné sur les premières grosses étapes de montagne. J'ai été étonné malgré tout en Sierra Nevada parce que c'est là que je pouvais l'attendre exploser. Il n'a pas explosé. Oui, il a été un peu en difficulté, mais il n'a pas explosé. Et clairement, avant la Volta, les émissions qu'on a fait, moi j'avais dit que Remco Evenepoel, j'y croyais pas pour la victoire. Il y avait tellement d'inconnus, tellement d'incertitudes et moi, j'avais noté surtout que cette saison, Remco Evenepoel, plus que jamais, il a montré qu'il était un coureur de classique. Les victoires à Liège-Bastogne-Liège ou à la Classique à Saint-Sébastien, c'est des pures victoires de classique men. Et finalement, il est en train de montrer que dans une même saison, il est capable de gagner peut-être Liège-Bastogne-Liège et un grand tour à la Roglic ou à la Pogacar. Donc, Ouais. clairement, je ne l'attendais pas capable de, dans une même saison, on va dire ça comme ça. C'est pour moi ce qui est le plus révélateur, de gagner Liège et un grand tour. Toff est étonné par son calme, par sa maturité, notamment Polo, de ton côté. Mais clairement, moi, je suis encore une fois, bon, je suis très suisse hein, sur cette émission. Il y a deux manières de voir les choses. Il y a d'un côté le fait de se dire que Remco était l'un des favoris, ce que moi j'avais du mal à entendre parce que Remco n'avait pas de référence sur 3 semaines, que Remco avait fait Il était déjà le une favori des grosse. cotes, mais il n'était pas le nôtre. Parce qu'il avait déjà fait une grosse saison, qu'il était encore jeune, qu'il a une capacité quand même à sortir de ses gonds, et notamment se déconcentrer, qu'on a encore vu un peu cette saison. Je me souviens plus, c'était pas sur le tour sur un tour espagnol, là peut-être la communauté de Valence, j'ai plus, où il craque, et c'est sur les chemins de terre, et Vlasov lui met une bonne doudoune. C'est ça, ouais. Il a ce jour-là, il s'était clairement déconcentré. Et j'imaginais pas, tu vois, avec ce mix-là, Remco pouvoir. Là, encore une fois, on est à 6 jours de l'arrivée, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Donc on va pas s'avancer. Mais j'imaginais pas Remco pouvoir répondre de cette manière-là, en étant le plus fort à la pédale. On sait, on l'a vu notamment sur ses dernières sorties en classique, que c'est pas les petites arrivées casse-pattes. Qui allait l'embêter. Certes, il ne pourrait pas battre Roglic sur la ligne, mais c'est pas là qu'il allait perdre du temps. La vraie question qu'on se posait, c'était sur l'altitude, la haute altitude. Il a eu un gros test. C'est peut-être ça aussi qui est dommage en Espagne, parce que c'est un peu le cas, mais c'est qu'il n'y ait pas eu plus de gros tests en altitude, du moins pour ses adversaires, parce que pour lui, ça doit l'arranger. Et il y a parfaitement répondu. Donc moi, je m'y attendais pas du tout, mais d'un autre côté, il y avait aussi des signes, les signes d'une équipe complètement tournée et à 100% derrière lui, à commencer par le champion du monde, Julien Alaphilippe. Le fait qu'il soit arrivé hyper affûté, beaucoup plus que ce qu'on a vu, ne serait-ce qu'au printemps dernier, et aussi, comme le disait Tov dans le chat, un mental et une concentration de tous les instants, et ça se voit même au faciès, qu'on avait rarement vu chez Remco Evenepoel. C'est impressionnant ce que fait le Belge, est tout bonnement impressionnant. Je ne vais pas mentir en disant que je m'y attendais, mais parce que je m'y attendais pas à ce niveau-là, clairement. Mais voilà, je le voyais faire un podium. Il va faire un podium et, à mon avis, sur une très belle place. Je rappelle les écarts. En plus qu'on attendait. Vas-y, pendant que je mets les écarts et notamment le top 8
avec Remco Evenepoel, donc qui a 1,26 d'avance sur Roglic et 2,01 sur Henrik Mas. Robin. On avait parlé pas mal de son craquage un petit peu sur le Giro, sur le fait que quand ça avait commencé à mal se passer, il avait un peu paniqué, à certains moments, il avait pu envoyer tout balader. Et clairement, sur cette Volta, on voit qu'il n'a rien à voir. Patrick Lefebvre le disait avant le départ, c'est pas le même que sur le Giro il y a 1 an et demi. On n'était pas obligé de le croire. Maintenant, on en a la preuve. Remco Evenepoel, même s'il n'y a qu'1 an et demi de différence, dans sa gestion d'une course de 3 semaines, dans la gestion des nerfs aussi, a complètement changé, a complètement évolué. Et quand il est en galère samedi et qu'il est en train de perdre quasiment 1 minute sur Primož Roglic, il aurait pu, à une autre époque, et aujourd'hui il reste quand même très très jeune, il aurait pu envoyer tout balader, se dire qu'il est en train de perdre la Volta, paniquer, prendre des mauvaises décisions. Il l'a pas fait. Ouais. Il a limité la casse comme il pouvait. Et au final, il se peut que malgré ce jour sans, il gagne quand même cette Volta. Potentiellement. On a pas mal parlé de Remco, de Roglic, les gars. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter en plus, je voulais un peu parler des autres, notamment pour commencer de la flopée d'Espagnols qui est 3e, 4e, 5e. Voilà. Mas qui est à 2 minutes, Ayuso qui est à 4,49 et Carlos Rodriguez qui est à 5,16. Voilà, pour commencer, Enric Mas, faisons simple, Polo. Enric Mas qui, notamment sur les pentes de la Sierra Nevada, a été intéressant. À un moment, il s'est un peu, je ne sais pas ce que tu en as pensé, est-ce que tu trouvais logique qu'il se fasse une espèce de guerre psychologique interne avec Miguel Ángel López? C'est la première question. Et après, globalement, est-ce que, pareil, lui, tu es rassuré par son niveau? Il s'est quand même fait bien découper par Unzué après le Tour de France. Il disait qu'il n'avait pas la carrure d'un leader. Est-ce que tu penses qu'il répond? Il répond. Encore une fois, moi je trouve qu'on est très 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 exigeant avec Enric Mas, peut-être parce qu'il représentait l'espoir du cyclisme espagnol pendant des années, du moins avant l'éclosion de Juan Ayuso et de Carlos Rodriguez sur les courses par étapes. Enric Mas fait quand même une très très belle carrière et au-delà de ça, fait une très très belle Vuelta. Enric Mas est au niveau des meilleurs en montagne. Et Enric Mas, certes, n'attaque pas beaucoup, mais Enric Mas fait ce qu'il peut. Alors oui, sur la Sierra Nevada, il a attaqué sur la Sierra Nevada. Il a attaqué, mais après, ouais, avec Miguel Ángel López, j'ai pas trop compris. Je pense que ça se regardait parce qu'ils pensaient vraiment les deux à ce moment-là jouer la victoire d'étape. Je pense que c'était ça. Ils ont quand même oublié que tu avais un vainqueur de grand tour devant et que c'était pas du genre à s'écrouler sur la fin. Moi, j'ai pas trop compris les critiques envers Enric Mas, qui on l'a vu. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il se fait lasser par Primoz avant le sommet. Parce que le podium, il connaît, Polo, parce qu'il a déjà fait 2x2 et qu'on attend que désormais il passe un cap et qu'il aille prendre le maillot rouge et claquer une Volta et qu'il le fait pas. Bien sûr, mais on a tous vu les 2 dernières semaines de course. Il est à l'un de peut-être son meilleur niveau. Peut-être un niveau qu'il n'a jamais eu en grand tour, capable de faire le chrono qu'il fait sur 30 bornes, capable d'accrocher Roglic, Evenepoel, voire les battre de temps à autre en montagne. Je suis désolé, j'ai l'impression que c'est le meilleur Enric Mas qu'on a peut-être vu en carrière, même s'il a déjà des podiums en grand tour, comme tu dis, et notamment sur la Vuelta. Encore une fois, aujourd'hui, c'est comme reprocher à David Gaudu de faire 4e du Tour de France. J'ai l'impression qu'on est sur la. Oui, je pense qu'il est au max, Enric Mas, mais il y a une frustration un peu comme qu'on a pu avoir avec Romain Bardet, de faire plusieurs podiums et de te dire, si tu fais 3 finalement, si tu fais 2-3, premier, c'est pas si loin. En vérité, dans les jambes, c'est sûrement assez loin, mais de la part du public, il y a toujours cette perception un petit peu biaisée sans doute, sûrement en plus accentuée par le fait que Mas est chez lui en Espagne, et tu te dis pourquoi il va pas chercher, pourquoi il n'ose pas plus, et en plus dans cette question de pourquoi il n'ose pas plus, tu as cette année particulièrement la question des points UCI qui rentre en compte, même si chez Movistar on nous assure depuis 2 semaines que non, ça fait pas partie des critères pris en compte. On sait bien en vérité que ça joue un petit peu. Oui, ça joue un petit peu. Et moi, je vais te dire, hein, si tu veux marquer des points UCI, le mieux c'est de faire le meilleur classement général. Et dans ce cas-là, comme tu dis, Robin, le but, c'est de pas de viser la 2e ou la 3e place, c'est de viser la première. Mais encore une fois, mais c'est pas non plus de tout perdre. J'ai dit que c'était Carapaz et Arensman qui gagnent, évidemment, sur Sierra Nevada. Carapaz, c'était la veille. Oui, je comprends l'idée
de pas vouloir tout perdre, et c'est peut-être ça qu'on peut reprocher à Enric Mas, mais j'ai surtout l'impression qu'au-delà de ne pas prendre risque pour tout perdre, il est à sa place, et la Sierra Nevada l'a mis à sa place. Roglic est plus fort que lui en montagne. Evenepoel, sur ce genre d'arrivée, est peut-être moins fort. Mais entre Roglic et lui, bah oui, tu as peut-être un Miguel Ángel Lopez. Tu peux en avoir peut-être d'autres. Il est à sa place. Il fait un très, très belle Vuelta, encore une fois. Moi, et puis c'est pas complètement terminé non plus. Hein. En plus, ça risque d'être très compliqué, mais 2 minutes, quand les deux mecs devant toi ont des coups de moins bien, que celui juste devant toi vient de s'exposer le coude, et que celui qui a 2 Remco aussi a chuté. Toi, Remco a chuté, Remco doute. Il y a les ouvertures existent. Il y a un matelas derrière celui. Il est à 30 secondes de Roglic, il a 2 minutes d'Evenepoel. Il n'y a plus de chrono, donc il prendra plus de tir sur Evenepoel. Il reste par contre de la montagne où là, il peut reprendre quelques secondes. Écoute, voilà, quoi. Franchement, j'ai l'impression, on est très exigeant avec les coureurs, et surtout quand on voit que, mine de rien, la montagne les met chacun à leur place. Vraiment, j'en reviens à l'exemple de David Gaudu sur le et de Geraint Thomas. Et de Geraint Thomas. Et l'exemple de Geraint Thomas, il est parfait là-dedans. Et Joseph, n'en déplaise à Joseph, mais c'est l'exemple parfait de ça. On ne peut pas reprocher à des coureurs d'attaquer alors qu'ils sont à fond. Et Enric Mas s'est attaqué sur la Sierra Nevada en profitant d'un éventuel marquage. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a perdu du temps sur Roglic à l'arrivée. Tu vois, c'est toujours pareil, take de risque en lose de chance, sauf qu'au bout d'un moment, pour Enric Mas, comme pour la Movistar, il y a sûrement des enjeux qui sont autres que simplement courir comme s'il n'y avait pas de lendemain, quoi. Et clairement, des lendemains, il y en a, et la course, elle est encore longue. Donc, tu vois aussi qu'il court contre des mecs, et on peut mettre ça aussi pour Ayuso et Rodriguez qui suivent au classement, qui sont 4 et 5. Tu cours contre un Remco Evenepoel qui est une sorte d'horloge suisse qui monte à peu près tous les cols de cette Vuelta au train, à son rythme, en sachant à quelle puissance il doit se mettre pour monter le plus vite possible. C'est un mathématicien, on ne peut absolument pas lui reprocher, mais c'est sans doute plus difficile de mettre en difficulté un coureur comme ça, puisqu'en fait, j'ai presque envie de te dire, les attaques des autres n'y changent rien, à part sur un jour comme aujourd'hui, où Primož Roglic réussit peut-être à le surprendre sur le placement, mais sur un col de 10 bornes, Remco Evenepoel, il montera le col de la même façon que tu attaques ou pas. Parce qu'il va se mettre à sa puissance max pour 10 km, pour ce temps d'effort-là, et il ne va pas essayer d'aller chercher les attaques, et il va juste monter de manière régulière. Et finalement, si tu es plus fort, tu vas réussir à lui prendre du temps. Si tu es moins fort, tu en perdras. Mais il n'y aura pas vraiment de lutte mentale ou de tactique ou quoi que ce soit. Contrairement à une ascension où tu vas t'attaquer l'un l'autre avec des grimpeurs dans un style différent, par exemple un Vingegaard, Pogačar qui ne sont pas dans ce style-là, ou à l'ancienne Contador Schleck, pour prendre 2 exemples un peu différents, mais qui eux vont s'attaquer à tour de rôle, vont se regarder, vont essayer de jauger l'autre. Ils ne montaient pas de la même manière. Et là, tu peux faire craquer ton adversaire à la longue. Remco, tu le feras pas craquer. C'est soit il est dans un mauvais jour et il va craquer lui-même, soit il va monter à son rythme et tu pourras rien faire. Non, mais la question, justement, on sait que de la manière dont il va courir, et tu as tout à fait raison. La question, c'est qu'un coureur de 22 piges, 23 piges, qui est prompt à parfois se déconcentrer, si tu l'attaques, si tu le harcèles, c'est comme ça que tu peux y arriver. Lui, il va pas changer sa manière de courir, mais si au bout d'un moment, il déconnecte dans le cerveau, ce qu'il n'a pas l'air de vouloir faire, ça je te l'accorde sur cette Vuelta, mais ça peut arriver. Donc, écoute, voilà. On verra la suite. Beaucoup de gens dans le chat nous disent que Mas est même meilleur que Roglic en montagne sur cette Vuelta. Oui, si on prend les écarts par rapport au chrono, etc. Oui. Le fait est que Roglic, par rapport à Mas, quand il a dû aller chercher du temps, il a réussi à le faire. Ce que Mas a eu du mal à faire sur Remco dans des grandes largeurs. Un petit mot, les gars, on rappelle que du coup, vous voyez, j'ai rajouté les âges là sur le tableau PCS, il y a possibilité. On voit que Mas, 27 ans, arrive à maturité. Mais par contre, il y a 2 jeunes espagnols, du coup, Carlos Rodriguez et Juan Ayuso, qui sont aujourd'hui 4 et 5. C'est des très beaux résultats. On rappelle que les Espagnols attendent un vainqueur de grand tour
depuis un bon moment, depuis Contador en 2015 sur le Giro. Depuis, ils n'ont pas eu de vainqueur de grand tour. Donc il y a une génération espagnole et notamment deux coureurs qui sont Juan Ayuso et Carlos Rodriguez. Euh, alors, je ne sais pas si on les attendait ou non à ce niveau-là, mais notamment Juan Je crois Ayuso, pas. Hein. Robin, qui est particulièrement Ouais. impressionnant, mais même Carlos Rodriguez d'ailleurs. Mais en fait, on attendait surtout d'autres coureurs dans leurs équipes, c'est surtout ça. Ils font partie tous les deux de Pour deux des Carlos trois meilleures équipes. Rodriguez, ouais. Alors, pour Ayuso, Juan il y avait Ayuso, il y avait quand même Joao Almeida qui était là, ouais, mais qui, il est arrivé qui sans avait le statut de ambition parce numéro qu'il un. avait eu le Covid, etc. Bon, j'étais pas Oui, certain. il se trouve qu'en effet, il a un peu expliqué en tout début de Volta, et je m'étais d'ailleurs demandé s'il le fait ou pas. Il avait expliqué qu'il n'avait pas ses meilleures jambes et qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir atteindre ses objectifs. Mais il se trouve que dans la hiérarchie chez eux, c'était quand même Almeida devant Ayuso, et Ayuso était un peu envoyé sur la Volta en dernière minute. Pour Carlos Rodriguez, il y avait Carapaz, il y avait aussi Sivakov, et c'est lui qui se retrouve à endosser le costume de numéro 1. Moi, je suis impressionné par les deux. Je suis content de les voir à ce niveau-là, surtout Ayuso, on en parle comme d'un crack depuis très longtemps. Je suis content de le voir un peu avec les clés du camion. C'est pas tout de suite qu'il va prendre le statut de numéro 1 à Pogacar chez UAE, mais ça montre en tout cas qu'il a des ambitions. Et pour Rodriguez aussi, en vérité, Rodriguez, je le sentais un peu venir. J'avais pas une énorme confiance en Carapaz pour cette Volta. J'y croyais pas trop parce que le Carapaz qu'on voit depuis 2 ans, très honnêtement, ne m'impressionne pas vraiment. Et je me disais qu'il y avait peut-être un coup à faire. Tu sais en plus que des gars comme ça, espagnols, ont un petit plus au moment d'arriver sur cette Volta. Ils l'ont peut-être un peu plus préparé que d'autres. Pour eux, c'est un peu plus le grand tour numéro 1, alors que pour tous les non-espagnols, c'est clairement pas le grand tour numéro 1. C'est soit le Giro, soit le Tour de France, selon les programmes qu'ils ont eu. Mais voilà, Almeida, en début de saison, c'était pas la Volta son objectif numéro 1. Juan Ayuso ou Carlos Rodriguez, peut-être. Donc voilà, en tout cas, je suis content de les voir à ce niveau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas faire une Enric Mas, j'ai envie de dire. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire toujours être présent, toujours être quasiment sur le podium sur la Volta, mais ne pas réussir à transposer ça sur les autres courses, que ce soit les courses d'une semaine ou le Tour de France. Enric Mas, il a toujours pas fait podium sur le Tour. Il a fait, je crois, 4e, mais il a surtout tourné autour de la 5, 6, 7e place. Et surtout, il n'a jamais réussi à être vraiment acteur sur le Tour. Alors peut-être, comme dit Polo, qu'on est trop exigeant et que le niveau du Tour de France ne donne pas la possibilité à un coureur comme Enric Mas de placer ne serait-ce qu'une attaque. Mais j'espère que Ayuso ou Rodriguez, dans les années qui viennent, réussiront à montrer un petit peu plus malgré tout. Ouais, moi je suis d'accord avec Robin. Moi, par contre, là où je te rejoins pas, c'est que sans faire le mec, je m'attendais à des gros tours de tous les deux, à l'image un peu de la presse espagnole. Ces deux cracks, l'un de 19 ans, l'autre de 21 ans, c'est leur deuxième saison en World Tour pour tous les deux, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai souvenir de Carlos Rodriguez, qui est le seul presque à pouvoir suivre Pogacar sur l'Estrade Bianche en début de saison. Ouais. C'est moi, surtout, en termes de préférence, j'ai un petit fait pour Carlos Rodriguez que je n'explique pas, qui est un coureur que j'ai envie de voir performer. Son beau maillot de champion d'Espagne me fait kiffer. Il le porte avec fierté et il l'honore surtout. Franchement, ce que fait Carlos Rodriguez, surtout dans ce jeu de dames dans l'équipe Ineos, qui certes, on va dire que le ménage s'est fait naturellement, mais qui, à mon avis, pour commencer la Volta, ça devait quand même pas être l'ambiance de fou, avec deux vainqueurs de grand tour, avec Pavel Sivakov qui a l'air plus fort que ces deux vainqueurs-là, avec Carlos Rodriguez qui est le petit jeune mais qui a l'air déjà plus fort que les trois mecs qu'on vient de citer. Donc j'imagine que ça n'a pas été facile. Et pareil, après, Polo, ils ont été libérés quand même de ce qui aurait pu être leurs obligations de lieutenant, de coéquipier, de mecs qui apprennent. Juan Ayuso, c'est son premier grand tour. Mais pourquoi ? Parce qu'à la pédale, ils étaient plus forts que leur. Je suis d'accord, mais ça aurait pu être fait trop tard. Ça aurait pu être fait alors qu'ils avaient déjà perdu 10 minutes chacun. Et finalement, c'est pas le cas. C'est ce qui permet de les avoir 4 et 5. Moi, je m'attendais pas. Je m'attendais déjà à avoir un Almeida plus fort et à avoir un Ayuso qui bosse pour lui. Et Carapaz, même si j'avais pas énorme confiance en lui, je m'attendais quand même à ce qu'il soit plus haut. Et que là aussi, Carlos Rodriguez fasse son boulot de lieutenant et n'ait pas la possibilité de s'exprimer comme il est en train de le faire. Oui, pour les deux, pour le coup, les planètes se sont alignées sur cette Volta. La méforme de Joao Almeida, l'absence de Pogacar pour
pour, pour Juan Ayuso. Et de l'autre côté, je te dis, 3 leaders qui passent à 2 leaders et demi, on va dire, parce que Tao, je le considère de moins en moins comme un leader sur le Ouais. retour, qui Ouais, pareil, pour X ou Y raison, ne sont plus dans la course aujourd'hui. Tu regrettes d'ailleurs de ne pas avoir Pavel Sivakov aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être un beau podium à aller chercher, mais bon, qui dit que Carlos Rodriguez n'aurait pas mieux fini que le Français. On n'en sait rien non plus. Par contre, si on peut terminer sur ces deux-là, ils font vraiment kiffer. Et voir des jeunes coureurs espagnols donner de l'espoir à l'Espagne comme ça, dans des équipes qui savent gagner des grands tours, parce que là aussi, Enric Mas, il n'a pas toujours eu l'équipe pour gagner des grands tours, notamment à l'époque où je pense qu'il avait peut-être les cannes pour le faire sur un malentendu, entre guillemets, sur une Vuelta. Voilà, eux sont dans les conditions pour. Écoute, on verra la place que leur donneront UAE et Ineos l'année prochaine, parce que Il y a un peu plus de place chez Ineos que chez UAE. Ouais, bah dans les faits, enfin sur le papier peut-être pas, mais dans les faits clairement. Tu vois, je pense aussi à un Luc Plapp très décevant, je trouve, sur cette Volta, qui lui aussi peut-être aura son mot à dire sur les grands tours d'ici 1 an ou 2. Enfin voilà, il y aura plein de choses à suivre pour ces deux coureurs, mais moi je les suivrai de près parce que pour le coup ils font vraiment kiffer. Encore une fois, ils font avec leurs armes aussi depuis ce début de tour. On va enchaîner et terminer, les gars. Il nous reste une dizaine de minutes sur Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, donc, on le rappelle, qui a chuté sur la 11e étape, qui a abandonné sur la Vuelta. Il y a les championnats du monde, du coup, qui ont lieu le 25 septembre en Australie, avec un parcours qui lui convient. Donc, il pourrait. Moins que les dernières années, je trouve quand même. Oui, mais il visait le triplé. Voilà. Ah oui, si tu le prends dans ton équipe, ce sera lui le favori, quoi. Quoique. C'est quoi ça? C'est un super débat qu'on pourrait avoir. Alaphilippe à 100% ou Laporte à 100% pour le prochain championnat du monde. On aura le temps d'en reparler des championnats du monde. Hein, c'est une bonne. mais bon, là, on parle déjà, il y d'Alaphilippe. participe. Déjà, ce qui est bien, Polo, c'est qu'il devrait, en théorie, y participer. En tout cas, on a eu des informations relativement un peu plus optimistes. optimistes aujourd'hui. C'est donc son frère et entraîneur qui disait que voilà, il était cousin, pardon, qu'il était relativement optimiste. Donc, c'est un premier élément de réponse. On rappelle, il était tombé sur l'épaule droite. Donc, c'est plutôt intéressant pour les Français, hein, parce que Vauclair disait que il l'a reconnu, il n'a pas fait de langue de bois pour le coup, en disant que c'était pas la même confiture avec ou sans lui. Donc Robin, on est plutôt content d'avoir ce genre de nouvelles, quoi. Ouais, exactement. Du coup, le cousin de Julien Alaphilippe, Franck Alaphilippe, parlait dans l'équipe Gaëtan Scherrer aujourd'hui en disant, en gros, ça s'améliore de jour en jour. Pour l'instant, il n'a pas repris l'entraînement, mais c'est parce que vraiment on essaye d'être, on a décidé d'être très très prudent et qu'un point va être fait en fin de semaine. Donc au moment où la Vuelta va arriver à peu près, pour décider de si c'est possible ou non de tenir les objectifs de fin de saison qui avaient été fixés avant la chute, c'est-à-dire les mondiaux le 25 septembre, la course en ligne, et le Tour de Lombardie le 8 octobre. Je crois que Julien Alaphilippe, il a aussi besoin de ça pour remonter et se remettre à l'entraînement, se dire que voilà, il y a un objectif à court terme qui arrive, c'est dans désormais moins de 3 semaines. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je ne sais pas. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a un intérêt à emmener Julien Alaphilippe, même s'il n'est pas au point physiquement. Ça peut avoir un intérêt stratégique, parce qu'avoir Julien Alaphilippe, ça t'assure qu'on va regarder Julien Alaphilippe, qu'on va le prendre en compte dans la course, et ça peut te permettre de tirer les mains du feu avec un autre coureur. Je pense en tout cas que même pas à 100%, ça marche pas pour tous les coureurs, mais même pas à 100%, ça peut avoir un intérêt de prendre Julien Alaphilippe. Mais bien sûr, mais de toute façon, s'il veut venir, il y sera, hein, parce qu'il est champion du monde en titre. Mais là où je te rejoins, Robin, c'est que c'est un asset. Avoir Julien Alaphilippe, même à 50%, tant qu'il n'y a que l'équipe de France qui sait qu'il a 50%. C'est très bien. Regarde Roglic sur l'étape du Galibier. Ouais, c'était l'étape. Non, c'était quelle étape Du Granon. Du Granon, pardon. Avec le Galibier. Et sur les pentes du Galibier. Et Roglic a fait paniquer tout le monde. Roglic a fait paniquer tout le monde alors qu'il était à 30% de ses capacités. Ouais, il est quand même fort, hein, parce qu'il suit ensuite avec Pogacar, Vingegaard et Thomas. Hein.
Donc, Non, mais fallait y être. bien sûr, il n'était pas à 30, il était à 70% de De ses toute capacités. manière, il faudra dire n'importe quoi, Vauclair, qu'on va pas être C'est capable de le ça, croire parce qu'il est c'est capable de ça. raconter des tracks comme être tout à fait Et honnête. Vauclair, et on peut faire confiance à Vauclair pour avoir une bonne stratégie. Vauclair, entre les championnats d'Europe où tu fais podium sur podium et les championnats du monde où tu t'es presque jamais raté, on peut aussi lui faire confiance. Mais par contre, là où ça peut être intéressant, c'est que si Julien Philippe n'est pas à 100%, ce qu'il n'a jamais été à 100% cette saison. Donc, je ne vois pas pourquoi, là, sur les championnats du monde, en convalescence, il sera à 100%. Et ben, ça ouvre des opportunités tactiques pour les autres coureurs et des coureurs qui peuvent gagner. Laporte à la pédale peut clairement gagner et Madouas à la pédale peut clairement gagner. Quand je dis à la pédale, c'est par exemple, je sais pas, je te dis à 5 km de l'arrivée, tu as 5 mecs qui sont passés en haut de la montée. Madouas peut placer une attaque et derrière ça se regarde. Voilà, c'est sûr que si on parle que de la pédale, c'est Van Aert qui sera champion du monde. Mais rappelez-vous que Van Aert, il devait gagner toutes les classiques et il devait être champion du monde aussi l'année dernière. Donc voilà, on va pas disputer la course avant qu'elle le soit, mais on a des coureurs qui sont parfaitement capable, autre qu'Alaphilippe, d'être champion du monde cette année. Ça, je pense qu'il faut en prendre conscience. Et Et puis je ce ne pense que, serait pas la première fois tout le monde le sait. Et oui, ce ne serait pas la première fois, on ne va pas faire la prévue des championnats du monde avant d'y être, mais qu'une équipe réussit à choper le maillot de champion du monde avec un coureur qui n'était pas le favori, qui n'était pas le leader numéro 1 de l'équipe. Ça a souvent fonctionné, ça a souvent été une stratégie qui fonctionne. Voilà, je n'ai même pas un exemple tout de suite en tête, mais ouais, voilà, notamment Brochard, côté français, et puis même dans d'autres sélections, quand Ballan est champion du monde, c'est pas forcément le leader numéro 1 de l'Italie, et voilà, on pourrait en citer pas mal des exemples. La Toff me rejoint sur Ballan dans le chat. Voilà, ça peut fonctionner comme ça. Et comme disait Polo, avoir Alaphilippe, c'est un asset. Il faudra l'avoir. S'il est capable d'être là, il faudra l'emmener. Ouais, clairement. Et tu peux jouer là-dessus, en bluffant, en disant que c'est lui ton favori, alors que tu vas envoyer Madouas dans un mauvais coup à 20 km de l'arrivée, que c'est lui qui va gagner. Comme a dit Joseph, Vauclair, il est capable de jouer un peu avec les nerfs de tout le monde. Il est capable de te dire la stricte vérité. Il est capable de te dire la semaine des mondiaux, Alaphilippe est à 50%, ce ne sera pas lui notre leader, ce sera Laporte. Il n'empêche que personne ne le croira. Et si Alaphilippe place une attaque, tout le monde va être dans la roue. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça peut profiter à Laporte et à Madouas derrière. Exactement. Et je pense qu'un dernier mot rapide. Vas-y, ouais. Je terminerai par Mats Pedersen pour dire un mot quand même, parce qu'il a gagné aujourd'hui. Vu le travail de Madouas sur les derniers championnats du monde, je pense qu'Alaphilippe, s'il n'est pas à 100%, il n'aura aucun problème à sacrifier pour lui aussi. Ouais. Mats Pedersen, du coup, les gars, pour terminer, parce qu'on n'en a pas parlé au final tout à l'heure, tellement il s'est passé des trucs incroyables avec cette attaque de Roglic qu'on n'attendait pas forcément. Et du coup, Mats Pedersen qui va chercher une deuxième victoire sur cette Volta, Polo. En plus, sur la première petite roue là, de la Volta, on s'était dit, il était passé à côté. Et on s'était dit, de toute manière, il finira par aller en chercher une d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment un sacré chasseur d'étapes quand même. Les 2 étapes qu'il a gagnées, c'est des étapes qui ont été faites pour lui. Clairement, pas trop dures pour pouvoir rester dans la roue des gros punchers. Je pense évidemment à Primoz Roglic. Et pas trop facile pour éviter que ce soit un Caden Groves, un Sam Bennett ou un feu Sam Bennett sur cette Volta. Ou un autre sprinter, un Ackermann, même si je pense qu'aujourd'hui Ackermann il le bat sur un sprint normal, on l'a vu aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'était des étapes, et c'est ça que j'aime bien avec Mats Pedersen cette année, c'est que c'était des étapes qui lui convenaient parfaitement et il a su répondre présent sur ces étapes-là. Certes, on peut lui reprocher d'avoir fait beaucoup de places d'honneur, etc. Mais sur des arrivées qui, pour moi, lui convenaient moins. Il lui faut cette petite difficulté, il lui faut ce profil un peu original pour que lui fasse parler ses capacités, qui sont des capacités qui vont plus loin que celles du sprinter pur, parce qu'il peut passer des bosses, et même des bosses que presque aucun sprinter dans le peloton ne peuvent passer. Bon, alors, si on considère un match... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un pur sprinter, c'est pas vraiment... on ne parle pas de Fabio Jacobsen, c'est un coureur vachement plus complexe que ça. C'est ça, mais c'est quand même un sacré sprinter. Et on l'a vu aujourd'hui. Tu bats quand même Ackermann sur un sprint lancé. Bon, Ackermann, on aime, on n'aime pas, et on se fait sa propre idée sur ces 2 dernières saisons. Mais voilà, c'est quand même pas rien.
Fred Wright, qui a exactement le même profil que Mats Pedersen, n'a pas pu une seule seconde lui contester le sprint aussi. Voilà, tu vois, Renault, il disait Matthews à son prime, ça fait penser à ça. Après, est-ce que le prime de Matthews, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs mais on le verra d'ailleurs, ce sera une curiosité aussi au championnat du monde. Mais voilà, bravo à Mats Pedersen. Comme je te dis, Joseph, il a répondu présent sur les 2 étapes, pour le coup, que je l'imaginais bien gagner sur cette Vuelta. Voilà pour Mats Pedersen, 26 victoires professionnelles, voilà, je voulais afficher. Pas mal pour un champion du monde qui était nul et qui ne méritait pas d'être champion du monde. Bon, ça, c'est un peu de la démagogie. C'est beaucoup de démagogie, mais Mats Pedersen, avant ça, il avait quand même fait 2 du Tour des Flandres. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Hein, pour un mec qui avait quand même moins de 24 ans, il me semble, moins de 23. Je ne sais plus exactement quel âge il avait quand il fait 2 derrière Terpstra, mais c'était quand même déjà du très, très costaud. Demain, du coup, les gars, c'est là le profil. Je vous l'affiche sur la Vuelta. Alors, c'est pas ça. Il est là. Ce profil avec donc une arrivée compliquée du côté du Monasterio. Est-ce que vous avez une idée du scénario que vous attendez en tête et globalement la fin de cette Vuelta, est-ce que vous l'imaginez compliqué alors qu'il commence à pleuvoir du côté de chez Robin, je crois. Ouais, là, il n'y a plus de lumière, il pleut. Je pense que dans 20 minutes, je suis couché. Hein. Robin, il est parti à Sedan, en fait. J'espère qu'il n'y a pas trop de Sedanais dans le chat. Hein. Ouais, putain, on les salue. Hein. Les sangliers ardennais. On pense à Noro qui a été blessé par Pierre-Alain Fro. Et on pense à Plus Ndiefi aussi, qui est l'emblème. Benoît Costil, meilleur gardien de Ligue 2 avec Sedan. Là, il y a du connaisseur. Ça, c'est très fort, ça. Ça fait kiffer. Le stade de Sedan, les gars? Oh, là, je l'ai pas. C'est un truc avec Ardennes dedans. Putain, attends, ça me dit quelque chose. Je suis sûr que je peux l'avoir. Les gars, dans le chat, si vous voulez nous battre, c'est maintenant. Je l'ai pas. Putain, j'adorais quand j'étais... Pile quand ils étaient à cette période-là, j'adorais connaître tous les stades de France. Et Sedan, j'ai complètement oublié. Oh, je suis en train de chercher. Je vais aller regarder. Le stade de Louis Dugogues. Dugogues, oui, bien sûr. Voilà. Si Manu Moine nous écoute, bravo, Momo qui l'avait avant nous, bien avant nous, bien avant que tu le cherches. Christophe, ça, c'est les stades qu'on aime. Mais pour revenir sur l'étape de demain... C'est le déluge chez moi. C'est le déluge de ouf. Incroyable. Si tu parles pas, mute-toi si tu parles pas. Non, je rigole. Demain, ça sent quand même l'échappée. Faut que je ferme. C'est pas totalement fermé, je vais me faire inonder. Ah bah d'accord. Je vois pas un coureur potentiellement puncher du classement général prendre le risque de rouler pour revenir sur une échappée. Ça sent quand même l'échappée costaud. À ce jeu-là, Padoun, on me propose Padoun dans le chat, c'est pas mal. J'ai envie de mettre un Quentin Paché. Peut-être un peu dur pour Quentin Paché. Peut-être un peu dur. J'ai pas envie de mettre Pinot. Pinot, je me le réserve pour l'étape. Alors, c'est quand? Je sais plus quelle date c'est. L'étape du lendemain, à l'Alto del Piornal, pas loin du Portugal. Je te mets le profil aussi. Pas loin du Portugal. Là, je me réserve mon petit Thibaut Pinot. Mais Quentin Paché, ça peut être pas mal. Mais ouais, t'as Padoun qui fait un peu office d'épouvantail. Elie Gébert aussi qui tourne autour, qui a quand même de très bonnes jambes dans le chat. C'est un bon pic. N'hésitez pas à nous proposer des noms, mais j'imagine quand même une échappée demain. Je sais pas toi ce que tu en penses, Robin. Mais démute-toi, Robin, par contre, parce que. Bien vu. Ouais, je pense en effet que c'est dur à contrôler pour les équipes de favoris parce qu'on l'a vu déjà sur quasiment toutes les étapes de montagne jusqu'à maintenant. C'est arrivé pour une échappée. Il n'y a pas d'équipe aujourd'hui qui a envie de se mettre à la planche toute la journée pour contrôler. Je pense que Quick-Step n'a pas du tout envie de ça non plus. Déjà, ils ont perdu les hommes et en plus, on est totalement concentré sur le maillot d'Evenepoel, pas sur les étapes. Ça, j'ai envie de dire que c'est fait. Même si Evenepoel n'a peut-être pas gagné l'étape de la Sierra Nevada en altitude, bon, c'est pas grave. Il s'en remettra et donc je pense en effet que ça sera une échappée. Pourquoi pas Jay Vine qui a montré qu'il était là pour les échapper, qui a le maillot à défendre, même si ça a l'air bien embarqué quand même. Il a l'air Est-ce qu'il va pas se réserver pour demain quand même, Jay Vine il a l'air cuit quand même, notre ami là. Pour demain, on parle pas de demain? Non, pour après-demain, pardon. Je sais pas, moi dans sa position, j'aurais tendance à tenter les 2 jours parce que tu sais pas quel jour ça passera. Le mec, il n'était jamais monté au-dessus de 2000, j'ai l'impression. Non, mais cuit.
Oui, non, mais attends, Oui, mais c'est forcément, pas, il c'est va pas être en grave, hein. difficulté. T'as raison. C'est pas méchant. Non, J-Vine, mais je sais que c'est pas méchant. il va repartir avec 2 belles victoires d'étape et un beau maillot, je pense. Mais le duel Carapace-Van, il va être intéressant quand même parce que je pense que Carapace va l'avoir dans un coin de la tête. Ouais. Il faut les détecter. Mais je pense que J-Vine va essayer de garder des forces et que demain, non, il va laisser sa chance. Ah, c'est fait pour J-Vine mathématiquement? Ça m'étonnerait, non? Pour moi, il y avait pas plus d'écart. Pour moi, Renaud, dis-moi si tu confirmes. Il y a 29 points, et en fait, vu que c'est pas des gros calls, c'est pas impossible. J'avais pas fait gaffe non plus. Putain, ouais, je pensais qu'il y avait moins Torf dit d'écart. non. Moi. Ah, non, ok. Bon. Bagarrez-vous dans le chat. Renaud se posait la question. Donc, Oui, il a pas mis le point d'interrogation, mais en vrai, ouais, faisant 29 pour points. Vine, Je pensais qu'il y en avait 23 ou 24. Moi, Aligne tous les cas. Mais pas Vine demain. Non, Fred Wright, c'est pas mal. Quand on voit l'étape là qu'il fait, la montée qu'il fait, quand justement il se bagarre avec Rudy Mollard pour le maillot rouge, c'est ce Fred Wright là, il peut aller chercher l'étape demain, parce que c'est pas long. C'est peut-être être un bon pic aussi. Écoute, on verra, mais de toute façon, ça va être typiquement Tour d'Espagne, une échappée fleuve avec des gros noms. On verra qui en sort le plus fort, quoi. Exactement, Polo. Merci en tout cas, les gars, d'avoir été avec nous ce soir dans le chat, d'être toujours présents sur ces débriefs-là. Et on se retrouve comme toujours. Comme toujours, ça arrive qu'on ne se retrouve pas, mais de toute manière, on vous tient informé sur tous nos canaux de diffusion, que ce soit Twitter ou même notre Discord, alors que c'est en train de sérieusement tomber chez Robin. Là, j'espère que les Velux sont solides. Hein. J'espère aussi, mon Robin. Bon, allez, on te souhaite bonne chance pour cette grande soirée enfermée au Touquet, Robin. Merci, les gars. Bon match ce soir à tous ceux qui regardent le PSG. Allez, Paris, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, les rollers. Allez, bisous, les gars. Bon bisous à tous. Ciao.